Alors des exemples concrets d'actions de formation. Donc je vous sollicite en fait, par exemple, dans le cadre de l'enseignement du Master 2 d'éthique, où là ce sont des interventions plus sous la forme de table ronde, à la fois des témoignages sur le vécu de la maladie, savoir aussi ce qu'est le patient expert, dans le cadre de l'enseignement des futurs manipulateurs radio. Et là, vous avez été vraiment force de proposition pour modifier en fait le format des interventions. Et donc maintenant, ce sont des ateliers de simulation, des mises en situation. Et c'est vous qui êtes arrivé à me convaincre en fait que ce format-là était pertinent pour ce type de public. Ah oui, puis peut-être un dernier auprès des futurs référents handicap. Et là, c'est plus l'idée de discuter des droits en fait, de toute la stigmatisation qu'il peut y avoir, la problématique d'handicap invisible qui peuvent être abordées lors de ces échanges. Moi, j'interviens à la faculté de pharmacie, j'interviens à l'école d'ergothérapie. Et pour les internes en oncologie également, pour les simulations relationnelles. Et je pense que chaque spécialité médicale maintenant a besoin de faire intervenir des patients au fil des cursus universitaires. Je peux peut-être rajouter juste au-delà des cursus universitaires, on intervient aussi avec des médecins qui pratiquent déjà depuis de nombreuses années et qui se mettent un petit peu en danger. On fait de la simulation de santé à l'hôpital européen avec Magali. Et ça aussi, c'est une expérience incroyable en fait, de jouer des scénarios avec les médecins en face qui se re-questionnent. Et ça, c'est là où on se sent utile, vraiment. Il y a eu ce premier projet qui s'appelle Personnage, où on est allé finalement voir au sujet des troubles cognitifs comment les oncologues et aussi les infirmières appréhendaient ce sujet-là, comment est-ce qu'ils en parlaient ou non, qu'est-ce qu'ils mettaient en place ou pas, les raisons, etc. Parce que du coup, ça avait effectivement été une problématique identifiée par les patientes du groupe elles-mêmes. Et ensuite, ce deuxième projet où elles ont pu participer au recueil des données, ça a été aussi sur ce thème-là des troubles cognitifs, mais là, on est allé en fait interroger les patientes et leurs proches. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, est-ce que ça serait pas une bonne idée de leur proposer de participer au recueil des données, étant donné qu'en fait, c'est un recueil de données auprès de pairs, si on peut dire, donc auprès de patientes qui ont également ce même problème. Et effectivement, donc la chercheuse qui a mené ces entretiens avec une patiente chercheuse aussi a pu mettre en évidence que ça avait vraiment permis en fait que les interviewés se sentent beaucoup plus à l'aise pour raconter leurs expériences. Voilà, il y avait vraiment une plus-value. Donc pour cette recherche-là, elles ont vraiment participé à toutes les étapes sans exception. Ce qui me vient tout de suite, c'est la participation à des journées de formation ou d'information destinées aux patients, et dans lesquels chacun va apporter sa pierre dans le sens de sa compétence propre. Je vais pouvoir parler de témoigner de la vie avec la maladie, je vais pouvoir parler des droits, puisque c'est mon champ de compétences tout spécifique. Je peux aussi partager un travail sur la question de la fatigue, en parlant de la vie avec la fatigue, avec un autre professionnel qui, lui, pourra déployer un discours axé sur les causes de cette fatigue. Voilà. À mon niveau de soignante directement, c'est vrai que j'ai aussi sollicité des patients témoins. Il y a une patiente témoin un partenaire, donc témoin qui a été traité par greffe allogénique et que j'ai sollicité à plusieurs reprises pour qu'elle puisse accompagner d'autres patients qui allaient être amenés à éventuellement subir cette procédure-là, qui est un vrai chamboulement dans une vie. Donc c'était précieux. Et voilà. Donc j'essaie aussi de le mettre en pratique dans mon quotidien de soignante, quoi. Voilà. Au début, on avait commencé par des groupes de parole, tu te souviens, et puis et rapidement, on s'est dit, on a eu un projet un peu plus grand de faire des programmes d'éducation. Après, donc c'est vrai que moi, j'ai toujours réalisé un peu en collaboration avec nous, nos idées un peu différentes sur les thématiques d'ateliers. Donc à la fois moi, le besoin que j'avais de transmettre certains messages aux patientes, notamment sur tout ce qui est mécanisme de douleur, la prise en compte des traitements, parce que c'est ce qu'on répète toujours. Et donc en fait, ces journées de formation, elles sont là aussi pour ça, pour rendre les patients plus autonomes. Et puis c'est vrai que Priscilla, elle avait aussi dit c'est important la gestion du stress, ce qu'elle vivait avec la fatigue chronique. Donc ça, c'est des choses que nous, on n'avait aucune expertise là-dessus. Donc c'était vraiment son sujet. Donc je pense que ça faisait un
programme assez complet qui a amené à la fois du quotidien, de l'humanisation et en même temps une besoin d'une approche thérapeutique parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste quand même dans une maladie. Hein. Moi, si je devais résumer un point fort de ce partenariat, c'était il y a quelques jours, c'est pour ça que j'en parle. Je suis intervenue pour les 3e années de la faculté de pharmacie. C'était sur un module douleur, un cours que j'ai co-construit avec le docteur H, qui est leur enseignant. Et à la fin du cours, j'ai une étudiante qui est venue pour me remercier. Elle m'a dit que ça fait 3 ans qu'elle fait pharmacie, qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là parce que ça ne lui plaisait pas du tout. Et le fait d'avoir eu un témoignage pour la première fois d'un patient, elle m'a dit « je sais que je vais continuer grâce à vous ». Et ça a été la plus belle phrase que j'ai pu entendre. Et vraiment, elle avait même les larmes aux yeux et ça m'a vraiment touchée de voir qu'au final, le fait d'interroger un patient, de prendre conscience que les patients, ça va être leur activité principale. Et ça m'a vraiment reboosté pour me dire oui, on a vraiment notre rôle et notre place dans ces formations. Il me semble que c'est important le partenariat dans la mesure où moi, dans tous les cas, je reste une patiente, voyez, et que je trouve qu'il est de mon devoir, ou en tout cas, il m'est agréable de penser que je peux rapprocher, que je peux travailler utilement à rapprocher patients et soignants. Ce partenariat, il est indispensable pour la médecine de demain, en fait. Pour moi, c'est la médecine de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les patients, ils sont plus satisfaits de cette médecine d'organes, que les praticiens, en fait, sont un peu en phase de transition sur justement ce patient qui n'a plus envie de ce type de médecine et que pour réunir tout le monde sur une zone sereine, pour qu'on puisse continuer à aider et à accompagner les patients, c'est vraiment, on est obligé de tendre vers ça. Je pense qu'il y a quand même vraiment des thèmes où je manquerais de légitimité si je les abordais toute seule, hein, clairement. Je vois vraiment une plus-value. Et puis le fait de faire intervenir, donc dans le cadre de l'enseignement, j'essaye de faire intervenir plusieurs patients ou patientes parce qu'il y a des parcours, des vécus qui sont différents, vraiment une complémentarité et vraiment un enrichissement en fait de vous faire intervenir à plusieurs. Et ça, moi, toute seule, je ne serais pas capable d'avoir cette richesse de témoignages. Que permet ce partenariat? Du point de vue des patients, il permet de gagner beaucoup de temps. Mais vraiment. Notamment à travers l'éducation thérapeutique. Parce que c'est voilà un lieu, l'éducation thérapeutique, où les gens vont pouvoir exprimer leurs inquiétudes, leurs craintes, libérer la parole. Ça, c'est la première des choses. C'est extraordinaire de pouvoir le faire. Dans un climat de bienveillance, parce qu'il y a quand même tout le travail qui est fait en amont, au cours duquel ce souci de bienveillance, de gentillesse, voyez, de sérénité a été déployé et cultivé. Ça, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, après cette libération de la parole, on apporte des solutions. C'est le deuxième truc. Donc, d'un côté, on écoute, de l'autre, on informe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup tendance dans nos études d'ailleurs avant une formation ciblée sur de la technicité et de l'apprentissage par cœur de recommandations. Et aujourd'hui, de tendre vers ça, ça fait que la médecine, elle n'est plus qu'un défi technique, elle est un défi aussi humain. Et ça, on doit l'apprendre en fait dans les universités. Et ça fait partie des choses qui vont se transformer, j'espère. Et j'espère qu'en tous les cas, on aura essayé de le faire. Ce ne sera peut-être pas demain, on ne le connaîtra peut-être pas complètement. On ne sera peut-être plus là quand ce sera complètement ça. Mais en tous les cas, moi, j'estime que j'aurais essayé de pouvoir y participer. Alors, ce qui peut parfois paraître compliqué, en fait, c'est le manque de visibilité qu'il y a pour les patients experts. Il y a beaucoup, encore trop de professionnels de santé qui ne nous connaissent pas. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas faire appel à nous. Et très souvent, en fait, c'est de bouche à oreille. C'est parce qu'on est intervenu dans un programme, dans une formation de professionnels. Et les futurs professionnels de santé, en fait, en parlent autour d'eux et d'autres professeurs peuvent être intéressés. Mais c'est vrai qu'on manque encore beaucoup de visibilité. Je crois qu'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que c'est quand même quelque chose de très innovant, quand même si ça existe peut-être depuis plusieurs années ailleurs. Et qu'en fait, notamment en France, je suis peut-être moins au courant plus loin, mais
le cadre juridique manque. Et avec toutes les lois sur la protection des données individuelles, en fait, il y a plein de peurs associées. Mais si la personne, le patient, le partenaire, va pas avoir le bon discours, comment on trace pas, qu'est-ce qu'on lui donne comme autorisation, voilà. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un flou juridique aujourd'hui qui est un vrai frein pour des institutions elles-mêmes. Alors moi, c'est vrai que j'avais envie de dire, on y va quand même, quoi. Et je pense qu'on ne contrôle pas la parole des médecins. Il y a des médecins qui sont... il y a des paroles de médecins qui sont extrêmement violentes et traumatisantes et délétères pendant des années. Ça, voilà, parce que le cadre est établi, on dit oui, mais tant pis, on continue. Et donc avec les patients partenaires, moi j'ai envie de dire que ça devrait être pareil. Pour un certain nombre de personnes, il y a d'un côté les professionnels de santé et de l'autre les patients. Et le patient expert, le patient partenaire a un rôle entre les deux. Il est un peu entre les deux. Et pour moi, il m'est arrivé d'entendre des patients me dire « Mais est-ce que tu es vraiment avec nous ? Toi, ouais, mais t'es bien avec l'équipe, t'es bien avec les soignants, t'es proche d'eux, t'es pas forcément... tu t'es peut-être un peu éloigné. C'est pas dit clairement et nettement, mais je sens que parfois, ma fonction peut prêter un petit peu à question. » Je pense que des fois, on peut avoir du mal à canaliser certaines émotions de certaines... pour mon cas, c'est plus des patientes atteintes de cancer du sein. Donc, je pense qu'on est amené à orienter justement la patiente vers, par exemple, si c'est le côté émotionnel ou voilà. Donc, ça dépasse des fois un peu nos compétences. Il y a des temps où on travaille beaucoup, d'autres où il y a plus de recul et qu'on a aussi, nous, notre pathologie, notre vie de patiente qui nous harponne et qui nous entraîne aussi parfois de l'autre côté. Donc c'est ça qui est parfois difficile, c'est de rester motivé. Moi, personnellement, c'est au début, en tout cas, c'est de faire attention à ce qu'on dit, à comment on présente les résultats, à comment on montre les discours des professionnels, comment ça va les impacter, qu'est-ce que je peux leur montrer ou pas. Parce que voilà, on ne connaît pas après parfois le rapport total à la maladie de chacune et du coup on a peur parfois de pouvoir être maladroit. En France, l'administratif est toujours très compliqué, donc ça c'est toujours quelque chose qui a été un frein. Après il y a la question aussi du temps, parce que tout ça, ça prend un temps juste énorme, qui est souvent du temps personnel qu'on prend aussi sur nos familles, le travail, sur tout ça, quoi. Et même si on sait que c'est du temps investi pour gagner du temps sur le futur, parce qu'on va s'améliorer, on va aller plus vite sur certaines choses, forcément, c'est du temps qu'il faut trouver à un instant T. Et puis après, c'est aussi embarquer les gens. Moi, en tant que bénévole de l'association No-Mind à l'époque, je voyais sur les réseaux sociaux des demandes constamment de groupes de parole, qu'on puisse faire des choses, etc. Quand on l'a lancé, 2 inscriptions. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rendait compte que c'était compliqué aussi pour elles de passer ce pas, de prendre du temps aussi pour venir échanger sur leur maladie. Et donc, il y avait un peu une dissonance entre les besoins qui étaient exprimés par les patientes au quotidien et derrière, malgré les efforts qu'on faisait, le peu de personnes qui venaient. J'ai l'espoir, oui, qu'on puisse avoir un rôle un petit peu plus important dans la construction des modules, en fait, en amont, pas forcément, même dans la simulation relationnelle, ne pas forcément toujours être les acteurs, les actrices d'autres rôles de patients, pouvoir être vraiment dans la co-construction, même la co-rédaction. Dans les équipes pédagogiques, en fait, vous pourriez être intégré, en fait, dans les... On pourrait imaginer qu'il y ait des patients qui fassent partie d'équipes pédagogiques au sein des universités et qu'il n'y ait pas une sollicitation ponctuellement pour tel ou tel enseignement suite à une proposition d'un enseignant à l'université, en fait. Oui, qu'il y ait enfin une reconnaissance du statut patient-formateur, parce que mettons, au Canada, ça existe, donc qu'il y ait également cette reconnaissance-là, cette légitimité, pour qu'on ait plus accès à pas mal d'autres formations également. Eh bien, mes espoirs pour justement ce partenariat, c'est que les professionnels de santé comprennent enfin que les patients partenaires
ne sont pas là justement pour prendre leur place, hein, si je peux me permettre de parler crûment comme ça, parce que je pense qu'on connaît un peu notre place. On n'a pas ce savoir scientifique, donc on ne peut pas l'inventer. Donc on ne peut qu'apporter notre parcours, notre expérience personnelle, vécu notre parcours avec la maladie. Donc voilà, je pense que c'est un vrai frein aussi. Je confirme complètement de mon expérience là, et c'est par rapport à la formation des professionnels de santé, c'est ça qui souvent crée une réticence et un frein, et que ce soit des professionnels de santé médicaux, paramédicaux ou même administratifs, qui craignent ça, alors qu'en fait, vraiment, Myriam en a témoigné, mais moi, j'ai vu que tous les patients de notre groupe là sont parfaitement au clair et conscients de leur place, et ils en parlent de façon extrêmement limpide, quoi. Vraiment, il n'y a aucun risque, quoi, quelque part. L'espoir, ce serait que, au-delà des financements qui peuvent exister avec l'ARS, qui restent vraiment trop minime par rapport à l'investissement que c'est l'éducation thérapeutique, que demain, ça puisse être considéré comme un soin, au même titre qu'un traitement qu'on va récupérer en pharmacie qui est des fois extrêmement coûteux, au même titre qu'une consultation qu'on peut avoir, parce que en fait ça devient quelque chose d'indispensable dans le soin. Et en plus de ça, nous on a fait partie des rédacteurs de la stratégie nationale sur l'endométriose, ça fait partie des mesures de cette stratégie, donc on voit qu'il y a un intérêt pour la mise en place de ces programmes, mais il y a besoin qu'il y ait un changement aussi plus large dans la façon dont c'est financé, la façon dont c'est mis en place, etc. Il y a quelque chose de gênant, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est uniquement du bénévolat de la part des patients partenaires, alors que c'est un vrai travail, un vrai investissement. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose à envisager, qu'il y ait quand même une rémunération pour leur travail. Il y a également aussi, je pense, peut-être des choses à développer dans le cadre de l'accompagnement de ces patients partenaires aussi, hein, parce qu'ils peuvent être confrontés à des difficultés, à des résonances par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, on a l'étayage de l'équipe, mais parfois c'est pas suffisant. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait une supervision aussi, en tout cas des structures, des associations, des supervisions qui font qu'ils peuvent quand même être étayés en cas de difficulté. Voilà, c'est les points, je pense, qu'il faudrait faire avancer. Sinon, sur leur place, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Enfin, ils ont une vraie valeur ajoutée, une vraie place, et que maintenant, on s'en passera